سعداء بهذه الفعالية الافتراضية، وسعداء أكثر وأكثر بالضيوف الكرام، لكن سعادة الجميع تزداد وتتعمق حينما يكون الضيف الأول في هذه الحلقات هو أستاذنا جميعا المؤرخ والمفكر عبد الله العروي، الذي تعلمنا على يديه الكثير منذ السبعينات إلى هذا اليوم. ونحاول الآن بعد أن صدر كتاب يخصه في مشروع 100 كتاب وكتاب، يسعدنا الآن أن نبدأ مرحلة جديدة في الترويج لهذه الكتب والتعريف بالكتاب وبأيضا هؤلاء المفكرين الكبار، بهذه الشخصيات التي عمقت ووسعت أفق الحوار بين ضفاف المتوسط وليس فقط بين فرنسا والعالم العربي. نحن نتكلم هنا عن شخصيات كبيرة جدا لها حضور قوي في المشرق والمغرب وفي العالم ككل. وأنا أزعم أن الأستاذ العروي يتواضع كثيرا حينما يصف نفسه بالمؤرخ. أنا منذ فترة طويلة أقول أنه أهم مفكر عربي معاصر، وأرجو أن لا تكون في هذه الكلمة مجاملة، لأن فعلا من يقرأ العروي يشعر أنه ينتمي بصيغة أو بأخرى إلى تلك المدرسة الهيجلية التي أدخلت أو مزجت بين التاريخ والفكر التاريخي أو التاريخاني. وبالتالي هذه الفرصة مناسبة جدا أن نبدأ بالحديث مع طروحاته، وأرجو أن يكون بحضوره وإلا فعبر ما كتب عنه. أشكرك أستاذ صديقنا العزيز كريم مختار، وأشكر الزملاء المداخلين، وأرجو أن يكون في هذه الحلقة ما ينفع الجميع. تفضل أستاذ إكرام لو تكرمت. Oui, bonjour chers amis. On va commencer par une présentation succincte de l'auteur. Donc nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui le docteur Abdelmajid Qaddouri. Abdelmajid Qaddouri, qui est un historien marocain, spécialiste des relations entre le Maroc et l'Europe, de même qu'il est spécialiste en histoire des mentalités. Le professeur Abdelmajid Qaddouri est un ancien doyen de l'université Mohammed V de Rabat au Maroc, où il a enseigné, où il a été professeur d'histoire à travers une très belle carrière, riche en propos et riche en matière. Le professeur Abdelmajid Qaddouri est un auteur prolifique, et je citerai seulement un de ses livres parmi les plus connus, qui est celui Le Maroc et l'Europe. Le Maroc et l'Europe du 15e au 18e siècle, la problématique du décalage. Donc on voit bien que le professeur Qaddouri a été saisi de la même façon que plusieurs penseurs intellectuels et écrivains universitaires du monde arabe sur la question de la modernité, la question du décalage, la question de la régression, etc. Donc voilà, on propose très bref une présentation du professeur Abdelmajid Qaddouri, qui est également l'auteur du livre que nous allons traiter pendant cette rencontre, ce livre qui a été produit dans le cadre du projet des 101 livres portés par la chaire de Lima en collaboration avec le prix du roi Faisal de Riyad. Voilà, donc pour introduire les propos, je vais proposer une brève présentation du livre du professeur Qaddouri, livre qui est intitulé Abdallah al-Arwi, sa vie et sa pensée. Donc ce livre, qui, comme je l'ai dit, a été fait sous la direction de la chaire de Lima en collaboration avec le prix du roi Faisal. Ce livre, il est constitué de quelques 150 pages réparties en plusieurs segments.
tout d'abord une biographie concise mais précise sur Abdallah Laroui, portant le titre de l'itinéraire d'un penseur hors du commun. Cette présentation est motivée par le souci. Cette présentation est motivée par le souci du détail et la volonté d'apporter un éclairage en finesse sur la trajectoire de Abdallah Al-Aroui. On y apprend d'abord que l'Aroui est issu d'un milieu modeste, qu'il s'est construit au seul effort de sa volonté et intelligence, qu'il a perdu regrettablement sa maman très jeune et qu'il a fait ses études exclusivement dans un espace français et donc colonial, parce que l'Aroui est né en 1933 et que l'indépendance du Maroc qui est survenue en 1956, il était alors à Paris, ce qui signifie que l'Aroui a une construction intellectuelle exclusivement franco-française. On y comprend à travers cette biographie surtout qu'on n'a pas donné au professeur Laroui la place qu'il mérite, la place qui lui revient de droit, ni qu'on lui a offert l'opportunité de donner le meilleur de lui-même. Un des témoignages récoltés de la plume de Abdallah Al-Aroui lui-même, on y apprend, il dit, et ceci, il dit donc, l'Aroui ne manque pas par ailleurs d'évoquer avec une amertume apparente le silence avec lequel son livre L'histoire du Maroc, paru en 1971, a été accueilli au Maroc. À l'instar de l'idéologie arabe contemporaine, quelques années auparavant, sa déception était profonde de voir ces deux livres majeurs de la culture arabe contemporaine interdits au Maroc, mais chaleureusement salués en Algérie, en Tunisie et dans maints autres pays arabes et étrangers. Sa mutation de l'université vers l'institut d'arabisation était ressentie comme marginalisation et exclusion d'une pensée différente puisque critique et authentique. Une fois passée la biographie sur l'Aroui, cette trajectoire, l'auteur met en place un aperçu assez loquace sur la pensée de Abdallah Al-Aroui à travers l'analyse de 4 questions majeures qui semblent avoir occupé l'esprit du penseur marocain de façon récurrente. Dans le premier chapitre, nous avons Abdallah Al-Aroui, historien de la modernité. Ensuite, la deuxième question, c'est la conscience du retard et de la décadence du monde arabe. Ensuite, la conscience nationale, dans laquelle il traite surtout de la conscience nationale marocaine. Et la quatrième et dernière question qui a longtemps occupé l'esprit et la pensée d'Abdallah Al-Aroui, c'est le nationalisme politique, en l'occurrence ici le nationalisme marocain. Ces différents chapitres forment le gras de ce travail, c'est-à-dire de ce livre rédigé par le professeur Abdelmajid Qaddouri. Ils sont pertinents, ils sont bien écrits, bien analysés. C'est un exercice pas simple, mais que l'auteur a su rendre accessible sans jamais dénaturer la pensée de l'auteur. Une fois cette étape passée, évacuée, l'auteur fait un focus sur un texte choisi parmi tant d'autres, commis par Abdallah Al-Aroui. Il choisit donc de parler du texte Tradition et réforme, dans lequel, ou plutôt à travers lequel, on y découvre comment Abdallah Al-Aroui aborde deux notions parmi les plus fondamentales en islam, le Coran et le prophète. Comme quoi on est en plein dans l'actualité, hein, on ne l'a pas fait exprès. Par la suite, le professeur Abdelmajid Qaddouri traite la question des écrits sur Abdallah Al-Aroui, un chapitre assez généreux à la lumière duquel on découvre
les écrits de chercheurs arabes, mais également des chercheurs occidentaux, au nombre desquels on peut citer Anwar Abdelmalek, qui a écrit son livre sur Abdallah al-Harwi en 1970. Nous avons également Ben Sma Abdullah qui a fait son livre en 87. Nous avons Bouzid Samir qui a écrit son livre en 97. Et nous avons Brown Kenneth qui a écrit sur Abdallah al-Harwi en 2008. Et nous avons également Colson Daniel qui a écrit, lui, son livre en 2004. Ce qui laisse comprendre que l'intérêt suscité sur la production intellectuelle et la pensée de l'Harwi a occupé la scène intellectuelle nationale, régionale et internationale pendant plusieurs décennies. Et d'ailleurs, elle continue et c'est tant mieux. Au bout de ce tour d'horizon, l'auteur Abdelmajid Qaddouri, le professeur Abdelmajid Qaddouri, dresse la liste des ouvrages commis par Abdallah al-Harwi, plus d'une vingtaine de titres, en marge desquels on découvre 7 romans écrits par al-Harwi, 7 romans écrits d'une façon assez singulière, parce que vu que al-Harwi, c'est plus un universitaire, c'est plus un historien, c'est plus un philosophe, c'est plus un petit peu un sociologue, et c'est plus tout ça à la fois, on le voit mal donc écrire un roman qui serait proche de ce qui se fait de façon traditionnelle. Donc les romans de al-Harwi, ils sont à la fois romans, mais également des ouvrages pétris d'histoire, de réflexion, de concepts, de philosophie, d'expérience de la vie, etc. Donc c'est un must qu'on ne peut que apprécier. Et une fois ce tour d'horizon fait, le professeur Abdelmajid Qaddouri dresse une liste des ouvrages qui ont été écrits sur al-Harwi, notamment celui de Hicham Jaïd. Il s'agit donc ce livre sur la vie et la pensée de Abdallah al-Harwi qui donne un aperçu assez clair sur la vie et la pensée d'un des penseurs marocains parmi les plus connus de sa génération, et même au-delà, que ce soit sur le plan national, régional ou international, le monde arabe et le monde européen compris. Un livre qui donne envie de lire al-Harwi, de mieux le découvrir, témoin vivant et conscient d'une période charnière, une période qui a vu s'éclipser tout un monde et naître un autre, pas encore totalement maître de son destin. Un livre que je vous invite à lire, à partager et à faire connaître. Voilà, donc je pense que ce tour d'horizon fait, j'espère que le professeur Abdelmajid Qaddouri a pu nous rejoindre et je pense qu'il est avec nous et qu'on va pouvoir l'entendre désormais. Bonjour, professeur Qaddouri, est-ce que vous nous entendez? Bonjour, je vous entends et je m'excuse pour cette interruption technique. Ah, super. Bon, nous voilà. Vous tombez vraiment à pic parce qu'on a fini la présentation de votre livre. On avait commencé par vous présenter et maintenant que vous êtes avec nous, qu'on a la possibilité de vous voir et de vous entendre, donc on va pouvoir commencer le jeu des questions et des réponses. Est-ce que vous êtes prêt, professeur Abdelmajid Qaddouri? Oui, je suis prêt. Et je Super. m'excuse encore une fois pour Non, l'assistance. mais je vous en prie, la technique, ce sont des surprises auxquelles, qui ne nous surprennent plus maintenant. Donc, professeur Qaddouri, vu que vous êtes avec nous et que nous avons commencé, je me permets donc d'aborder cet échange et cette conférence débat à travers une première question, à savoir qui est Abdallah al-Harwi? S'il vous plaît. D'accord. Alors, je m'excuse encore une fois pour l'assistance et je dirais qui est Abdallah al-Harwi. Donc, il faut le situer dans l'environnement, dans le contexte dans lequel il a vécu. Il est né le 7 septembre 1933 et ensuite il a vécu le protectorat
Et en 53, donc, il a été en France pour ses études supérieures. Puis, bien sûr, après, il est revenu pour intégrer d'abord le ministère des Affaires étrangères, puis représenter le Maroc à l'UNESCO, être un conseiller culturel au Caire, puis intégrer plus ou moins aussi l'université et faire aussi des études ici et là, et surtout aux États-Unis pendant 3 ans. Ce qui est important, moi je pense que les gens ne connaissent pas de la vie d'Abdallah Al-Arwi et qui a été plus ou moins il a exercé un impact très important sur sa vie, c'est son éducation primaire. Il est né dans une ville, une petite ville qui n'est pas récente, il est très ancien depuis les Phéniciens et les Carthaginois, Azmour. Azmour se trouve à peu près à 16 km au nord de Jadida et 70 km sud de Casablanca, sur l'océan Atlantique. C'est une ville qui a une âme historique, mais le plus important, ce qui est le plus marqué la vie d'Abdallah Al-Arwi, c'est d'abord le fait d'avoir une éducation ouverte. Je m'explique. D'abord, il avait une relation très particulière avec son père parce qu'il a perdu sa mère à l'âge de 2 ans. Et c'était sa grand-mère qui s'est occupée de lui, mais entre-temps aussi sa grand-mère est morte et c'est sa grande sœur, sa sœur aînée qui s'est occupée de lui. Mais à partir de l'âge de 11 ans, il va aller quitter pour vivre dans les internats, aussi bien à Marrakech d'abord, puis à Casablanca, ensuite à Rabat, avant d'avoir son baccalauréat. Ce qui est important aussi, c'est son rapport avec son père. C'est-à-dire, il le reconnaît lui dans ses écrits, il disait qu'il avait un rapport très particulier et il a pu découvrir Ibn Khaldoun avec son père. C'est-à-dire, très jeune, son père lui lisait le Muqaddimah. Et ensuite, son père il disait qu'il n'était pas un pratiquant, c'est-à-dire il n'a jamais fait, il le disait lui-même, il n'a jamais été il n'a pas fait le pèlerinage et ensuite il n'a commencé à faire sa prière qu'à la fin de sa vie. Mais il disait à Abdallah Al-Arwi 2 choses que je trouve qui l'ont beaucoup marqué. La première, c'est qu'il a un rapport rationnel avec l'islam, c'est-à-dire il a étudié avec son père l'islam en tant qu'objet d'étude et non en tant que devoir, en tant que fard. Il y a un autre point qui est vraiment très, très intéressant, qui a marqué, qui le disait. La perte de sa mère, il disait qu'il a perdu tout ce sentiment, c'est-à-dire l'affection maternelle. Et cette affection maternelle justement, qu'il n'avait pas eu, il disait, l'a poussé à travailler beaucoup plus l'abstrait. Et ça, pour lui, c'est le fait de manque d'affection. Donc, c'est Abdallah Al-Arwi dans ce contexte. En plus, il a vécu le protectorat, l'indépendance. Il a vécu tout aussi le conflit qui a suivi le protectorat entre la gauche marocaine et aussi le pouvoir. Ça va jouer très important sur sa vie. Très bien, merci beaucoup. C'est très clair, vraiment, c'est très clair. Maintenant, intellectuellement parlant, monsieur Addouri, qui est Abdallah Al-Arwi dans le sens où tout le monde semble avoir du mal à le situer et dans le sens où vous-même vous dites cet intellectuel considéré à juste titre comme le symbole de la pensée arabe contemporaine en général et marocaine en particulier, reste difficile à situer dans une discipline. Est-ce un philosophe, un historien, un essayiste ou un romancier? Alors, qui est Abdallah Al-Arwi dans ce sens, professeur? Bon, je pense qu'il est très difficile de le situer dans une discipline. Il transcende toutes ces disciplines. Et en plus de cela, sa formation, c'est-à-dire le fait qu'il a été très attaché à la lecture dès son jeune âge. Et il a lu tous les grands classiques, tous les grands philosophes. En plus de cela, donc, moi je pense qu'il a, pour le situer
personnellement, moi je pense en profondeur, il reste beaucoup plus un historien. Un historien dans la mesure où il se sert de la philosophie pour essayer de poser des questions et aussi d'élaborer des concepts. Ces concepts, les problématiques, il se sert de la philosophie. Il le disait aussi dans ses écrits. Il disait que je me sentais, quand je voulais étudier le monde arabe, je me situais en tant que sociologue. J'essaie d'aborder la problématique en tant que... Mais pour étudier le Maroc, je me sers surtout de l'histoire. Je pense que pourquoi il transcende, c'est dû à sa formation. Sa formation d'abord ici, à l'époque où il a vécu, où nous savons parce qu'il parlait justement, quand il parlait de l'éducation, il a utilisé une métaphore extraordinaire. Il disait que l'éducation à cette époque, dans une société qui était analphabète, beaucoup plus analphabète que ce que nous vivons maintenant, il disait que l'éducation était une sorte d'oasis. Il y a l'école, il y a la formation, il y a aussi les formateurs, et malgré cet analphabétisme, etc., contrairement maintenant où les conditions sont beaucoup plus importantes, l'éducation a fait faillite. Donc je pense que le fait qu'il s'est donné à la lecture depuis son jeune âge et aussi à son ouverture aussi sur les disciplines, a fait de lui il se servait de différentes disciplines pour justement essayer d'aborder, d'analyser un phénomène, d'analyser une problématique. Donc, il transcende, mais il reste dans le fond, comme je vais essayer de le montrer par la suite, il reste aussi très enraciné en histoire, en tant qu'historien, et je vais essayer de montrer pourquoi. Très bien. Monsieur le professeur, quels ont été les principales difficultés pour mener à bien ce projet d'écriture? Le plus souvent, on le sait, c'est la maigreur de la matière, mais parfois, c'est sa richesse qui pose problème d'un point de vue méthodologique, quand ça n'est pas la complexité de la construction intellectuelle et psychologique de l'auteur. Concernant ce projet d'écriture, ce fut quoi pour vous? Bon, moi, je pense que les difficultés pour lire Abdullah al-Arawi, il pose énormément de problèmes. D'ailleurs, je crois qu'il est resté incompris par beaucoup. Et il faut essayer de lire Abdullah al-Arawi, c'est-à-dire voir en tête toujours sa formation, son éducation, mais en même temps, il a une rigueur, il a une ouverture sur les sciences, mais en même temps, il a la rigueur dans les problématiques. Le problème, c'est les gens qui l'ont lu ont essayé, ils n'ont jamais essayé de lire Abdullah al-Arawi en tant que projet total et totalisant. C'est-à-dire, les gens qui le lisent, ils le lisent à travers une perspective. C'est-à-dire, quelqu'un qui travaille sur l'État, ou quelqu'un qui travaille sur l'idéologie, sur la liberté, sur la raison. Donc, il cherche à utiliser Abdullah al-Arawi dans sa propre perspective. Et cela s'est dégagé une incompréhension, et lui-même, il le disait, parce que les gens ne le lisent pas en tant que projet total. Dans cette approche fait que on prend une problématique, on l'isole de son contexte et on essaie d'analyser. Ce qui fait, il y a tout d'abord, pour le lire, il faut avoir une assise historique très importante. Deuxièmement, le problème de Abdullah al-Arawi, c'est qu'il fait des insinuations, mais en même temps des allusions. Juste pour vous prévenir, on va risquer d'être coupé. On risque d'être coupé là.
Oui, Surtout ne quittez pas. Je vais vous renvoyer un lien pour revenir sur la scène, d'accord? Donc, si ça d'accord, coupe, je vais vous envoyer un mail, vous cliquez dessus, vous revenez encore une fois sur Zoom, d'accord? Très bien. d'accord, C'est un d'accord, incident technique. Bon, d'accord. bon, vous pouvez continuer, mais si ça coupe, je vais vous renvoyer un lien. Allez-y, je vous en Donc, prie. moi, je pense que, c'est-à-dire l'incompréhension, on l'a taxé d'être un, un intellectuel d'élite, un intellectuel du pouvoir. Et quand on lit les gens qui l'ont approché, qui ont essayé de lire, c'est-à-dire, comme je vous ai dit, on essaie toujours c'est-à-dire de sortir un concept de son contexte général et en tire des conclusions. Donc, pour le lire, moi, j'ai trouvé les difficultés que peut trouver tout chercheur. D'abord, il se base sur des problématiques et des synthèses. En même temps, il fait des allusions à des accords. Donc, merci beaucoup pour votre réponse. Une autre Donc, question. Euh, oui, en passant en revue la biographie d'Abdallah Al-Harwi, on découvre oui, qu'il a fait ses études au lycée Moulay Youssef, oui, ensuite au lycée Gouraud à Rabat, ensuite oui, au lycée Lyoté à Casablanca. Et je rappelle pour nos amis qui connaissent peut-être pas ou pas assez bien le contexte marocain, ces trois lycées ont été tenus par le protectorat français et donc on y a enseigné un programme intégralement français. Ensuite, on découvre que Abdallah Al-Harwi lisait beaucoup Nietzsche, André Gide, Descartes, Aristote, Hegel. On oui, découvre également qu'en 1953, à cette date, il a 20 ans, il intègre Sciences Po à Paris, qu'il quitte après une licence, donc 3 ans d'études à Sciences Po, il la quitte en 56, à cette époque, il a 23 ans, et on découvre après que en 63, il obtient l'agrégation en islamologie puis en sciences de l'information avant de décrocher son doctorat d'État en histoire à la Sorbonne. En 76, il a 43 ans. Pour résumer, tout semble indiquer que nous avons affaire à un intellectuel forgé dans un espace hybride. Le Maroc et le protectorat, les 20 premières années, donc de 33 ans, de 1933 à 1953 ans, 53, et par la suite dans un espace exclusivement français, les 20 dernières années, de 53 à 76. Maintenant, à votre avis, quel impact ont eu ces différentes réalités sur la personnalité de Abdallah Al-Harwi, tant au niveau intellectuel que psychologique? oui, effectivement, c'est un itinéraire vraiment très, pour lui, il le dit, c'est un itinéraire très, très intéressant et très original. D'abord, il a vécu le protectorat et en même temps le système éducatif du protectorat, mais en même temps, deuxième étape, donc il allait continuer ses études. Donc, plus ou moins, il avait une formation plus ou moins occidentale. Cette formation, lui, il reconnaît, il disait que ses lectures, son itinéraire, disons, de formation, il disait, lui a permis justement d'être ce qu'il est. Il disait parfois une locution, c'est le lieu et le temps et le contexte qui ont déterminé ma personnalité. Donc, il reconnaît que cet itinéraire lui a permis d'avoir justement un esprit éclairé, un esprit très critique et toute son œuvre, toute l'œuvre d'Abdallawi est basée sur la critique. Et chose qui est vraiment très, lui fait et lui donne une originalité que rare ou peu de gens ont. Donc cette formation, lui, il considère que c'est une formation très... Mais il a toujours mis l'accent sur une chose. Il disait, il prenait toujours de la distance à l'égard
du contexte dans ce qu'il est. Pareil, quand il a été aussi dans les sciences politiques, il disait que l'école des sciences politiques a été gérée par les protestants et que cette gestion, pour lui, ça a été, il y avait de la rigueur d'une part et les cours se faisaient d'abord en tant que séminaire, pas des cours, disons, des conférences. Et il disait, mais cela, à la fin, il disait, mais je me suis rendu compte que cette formation, que les sciences politiques ou que l'école, elle était beaucoup plus destinée aux Français et destinée d'abord aux Français d'abord, aux Européens. Et en tant que Marocain, je dois essayer de, la formation que j'ai, comment je vais essayer de l'appliquer dans une société comme la mienne, la société marocaine. Très bien. Tu permets si... Oui, je vous en prie, oui, rapidement. Merci, si Abdelmajid, pour cet aperçu sur un itinéraire d'un intellectuel que je nommerai un intellectuel de questionnement continu. Mais j'aimerais saisir cette occasion pour vous interpeller sur une question sur l'Arawi après son livre As-Sunna wal-Islah. Son livre, As-Sunna wal-Islah, qui est paru en 2008. Oui. On voit bien dans ce livre qu'il a changé ou qu'il a commencé à changer de cap. Est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle facette de notre intellectuel multiple? Qu'est-ce que vous entendez par il a changé de cap? C'est une nouvelle dimension. Après, Ifraq nous a parlé d'une vingtaine d'années de formation à Paris, ensuite d'une vingtaine d'années, d'autres vingtaines d'années. Ensuite, il s'est consacré au Maroc et à l'histoire du Maroc pendant une trentaine d'années. Et en 2008, quand il a sorti le livre Sunna wal-Islah, qui a, par la même occasion, qu'il a coulé énormément d'encre sur le nouveau, entre guillemets, bien sûr, c'est pour ça que je vous questionne, je vous demande, le nouveau look de Abdallah Al-Arawi. Qu'est-ce que vous en dites là-dessus? Moi, je pense que effectivement, Sunna wal-Islah, c'est un tournant. Mais c'est une continuité. Dans la mesure où dans Sunna wal-Islah, moi, ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est-à-dire quand il parlait de la lecture, dans cette lecture, il a essayé de parler du prophète, de Mohammed, mais il a dit que Mohammed était d'abord un homme ordinaire pendant les 3/3 de sa vie. Mais pour comprendre Mohammed, il faut, c'est-à-dire lire le Coran. Avant le Coran, il disait il y a Mohammed. Et avant Mohammed, il y a les Arabes. Puis, il a essayé de situer le monde arabe, de le situer dans son contexte. C'est-à-dire, il a essayé de montrer qu'il y a 3 parties du monde arabe. Très bien, très bien. Je pense que le professeur Kaddouri a répondu à votre question. Et si vous permettez, professeur, j'ai une question un peu spéciale. Une lecture passionnée de votre livre sur l'Arawi nous fait découvrir que ce dernier il a inventé un mot, ar-rare. En contraste avec le vocable usité, généralement, c'est mu'arrikh. Pour l'Arawi, ar-rare serait celui qui se contente de compiler le maximum de faits à travers une action dépourvue de toute vision consciente, une action dont la finalité serait de lutter contre l'oubli. Selon vous, professeur, quitter la fonction de ar-rare pour celle de mu'arrikh n'abrite-t-elle pas un certain danger dans le sens où finalement le mu'arrikh deviendrait une sorte de commentateur qui interpréterait l'histoire comme le ferait
fort regrettablement, un exégèse avec le texte coranique. Chacun en y allant selon sa propre orientation idéologique et construction intellectuelle. Je pense pas. D'abord, Abdullah al-Arawi, il a créé ce mot rare, c'est-à-dire l'intensité des faits, c'est-à-dire le stockage des faits. Et lui, il est contre. Il disait, ça, c'est pas du tout de l'histoire. Deuxièmement, il disait que pour lui, l'histoire, c'est pas les faits. Il disait que les faits, bon, les faits existent pour tout le monde. Et si nous nous arrêtons sur les faits, ça c'est l'histoire générale. Mais pour lui, le plus important, c'est l'histoire mémorisée. L'histoire mémorisée, c'est l'histoire que mémorise, c'est l'histoire construite par l'historien. C'est-à-dire que les faits existent et dès qu'ils sont abordés par l'historien, c'est-à-dire construits, c'est une construction réfléchie. Pour lui, ce qui est important, c'est la logique de l'histoire, c'est la logique de l'événement, c'est la logique du fait, non pas les faits en lui-même. Et là, il se sépare. En ce qui concerne le reproche que vous faites, c'est-à-dire comment un simple, il distinguait dans son livre, il se demandait pourquoi l'enseignement de l'histoire comme discipline dans la pensée arabo-islamique n'a jamais existé. Pourquoi on n'a jamais écrit, on n'a jamais fait l'histoire comme une discipline. Il disait que parce que l'histoire est pesante, mais on utilise l'histoire dans un autre phénomène, dans la tradition sira. Parce que sira, c'est un ordre inchangeable. Et c'est un ordre qui réfère à une référence, disons, mythique, fondatrice, on cherche, l'histoire évolue, change, et sira, elle essaie de perpétuer, c'est-à-dire un fait, disons, d'origine. Ce qui fait, pour lui, ce qui est le plus important, c'est pas le rare, et le plus important pour lui, c'est l'historien qui construit le fait, mais en même temps qu'il a la conscience historique. Il a la conscience qu'il n'atteindra jamais la vérité, mais il construit un fait dans un contexte auquel, parce qu'il le construit au présent. Il est contre revenir au passé pour rester dans le passé, mais revenir au passé pour comprendre justement le présent et construire l'avenir. C'est très clair. Merci beaucoup, M. Kaddouri. À la page 66 de votre livre, vous avez mentionné quelque chose d'extrêmement frappant. Vous dites, le drame véritable, selon Abdullah al-Arawi, c'est que la colonisation a empêché le Marocain de faire son histoire. Donc, elle a empêché le Marocain de faire son histoire. Et de ce fait, le Marocain se croit en être incapable. Qu'est-ce que cela signifie exactement selon vous? Oui, c'est-à-dire cette phrase, c'est-à-dire il faut la situer dans le contexte qu'il est. C'est-à-dire il le disait quand il a essayé d'aborder l'écriture coloniale. C'est-à-dire l'écriture coloniale, on a essayé avec la mission scientifique, justement l'IOT qui avait une expérience asiatique et aussi en Afrique, il est venu avec un projet et il a créé cette mission scientifique et cette mission scientifique a essayé de découvrir l'âme marocaine. L'âme marocaine, c'est-à-dire en profondeur dans tous les aspects de cette âme marocaine. Et pour lui, cette écriture coloniale a essayé justement de nier l'existence de la nation. Donc, il a essayé de dire, il a nié l'existence d'un peuple, il a nié l'existence d'un territoire. Donc, pour lui, c'est le contraire parce que la conscience nationale est là. Même cette écriture, on a dit qu'il disait que même le nationalisme, cette écriture essaie de dire que c'est le protectorat qui avait besoin d'adversaires, il a créé
En 1930, à partir de 1930, cette bourgeoisie, la bourgeoisie marocaine a trouvé il voulait lutter contre la concurrence justement des affaires du protectorat, et c'est elle qui a créé cette nation. Lui, au contraire, toute sa thèse est basée sur le nationalisme comme culture. Il remonte à l'époque des Portugais et des Espagnols et des Ottomans pour dire que cette culture venait de loin. D'accord. Professeur Kaddouri, à vous lire attentivement, il ne nous échappe pas que l'Aroui semble couver quelques comptes à régler avec les oulémas, ceux que l'on appelle les cercles du savoir, généralement proches des cercles du pouvoir. À propos de ces derniers, il avait écrit dans son livre Le Maroc et Hassan II, il s'entendait aussi avec les oulémas traditionnels qui étaient également, à leur manière, des techniciens du verbe et de la manipulation psychologique. À votre avis, d'où lui vient une idée aussi tranchée au sujet de cette communauté pourtant très respectée par la masse? En allant plus loin, même dans ma réflexion, je dirais, n'y aurait-il pas dans cette attitude une manière un peu protestante, à la manière des protestants, à savoir s'ériger contre la tradition cléricale, entre guillemets, cléricale musulmane? Moi, je pense que là, ce que vous dites est écrit dans le Maroc à Hassan II. C'est ça. Et le Maroc à Hassan II, c'est beaucoup, pas un livre d'histoire, c'est beaucoup plus un témoignage. Et un témoignage, et il disait que Hassan II n'a jamais voulu, il n'a jamais accepté d'être entouré, d'être à côté ou d'être guidé par les intelligences. Et il disait que ce qu'il voulait, c'est que, en tant que, disons, chef d'État, il est beaucoup plus intéressé par les technocrates qu'il aide à résoudre le problème. On a un problème d'irrigation, donc il faut essayer de trouver les gens qui peuvent régler. On a un problème, par exemple, d'industrie, donc il a besoin toujours de technocrates. Et il disait, même les ulama, c'est dans ce contexte qu'il disait, même les ulama d'une certaine manière, donc il parlait d'une certaine manière sans considérer par Hassan II aussi comme des techniciens de la religion. C'est dans ce contexte qu'il a utilisé cet terme, mais donc il n'a jamais avoir une position tranchée de ce côté-là, moi je ne pense pas. Bien sûr, on est là juste pour vous poser des questions, c'est vous qui éclairez ces angles morts qui sont très subtils. Professeur, incontestablement, Abdellah Al-Aroui est un personnage hybride. C'est un moukhadram, pour reprendre le terme consacré. C'est un maghrébin de culture arabo-islamique, pétri d'une construction intellectuelle occidentale. Nous l'avons déjà vu en parlant de sa vie passée entre un protectorat français et une vie en France. Mais alors, que penser d'un Hicham Jaïet qui le voit comme un occidentaliste anti-occidental, dont le modernisme se veut d'abord un nationalisme politico-historique? Oui, je pense, bon, avec Hicham Jaïet, je crois qu'il y a beaucoup de similitudes. Il y a beaucoup de similitudes entre les deux, mais je pense que ce jugement effectivement, Abdellah Al-Aroui, il reconnaît toujours que ce qu'il a appris, sa méthode critique, sa manière de réfléchir, etc., donc il accepte l'Occident en tant que méthode. Il le refuse en tant qu'idéologie. Okay. C'est ça, il le refuse en tant qu'idéologie, et il disait que l'Occident, sur le plan, c'est dans ce sens qu'il a proposé qu'au monde arabe, il disait que le marxisme positif, c'est-à-dire il conseillait au monde
pour le monde arabe et pour le Maroc, l'utilisation du marxisme positif, c'est-à-dire le marxisme en tant qu'outil, non pas en tant qu'idéologie. Il refuse l'idéologie du marxisme, mais il pense que le marxisme en tant qu'outil, il permet au monde arabe, il permet aux Marocains justement d'aller plus loin. Donc, dans cette optique, je pense que Jaed, c'est-à-dire quand il parle aussi de modernisme, du nationalisme, modernisme historique, je pense que le modernisme, la modernité, Cheikh Abdallah al-Araoui, d'abord, il préfère modernisation. Il dit que la modernité, c'est l'idéologie, c'est pas lui qui le disait, mais l'idéologie du changement. Mais il disait aussi que le changement ne peut se faire dans une société qu'à partir de l'utilisation de l'histoire. C'est-à-dire l'histoire, c'est l'évolution. Et l'évolution, justement, pour lui, le nationalisme, c'est-à-dire pour lui, c'est une culture. Et cette culture est enracinée dans la société marocaine et il venait de loin. Il venait de loin et il disait que la modernisation, il préfère la modernisation au concept de modernité. Professeur Khaddouri, une question très subtile. On remarque assez aisément que lorsque l'Alaoui intègre sa fonction d'historien, il écrit en langue française. Alors que lorsqu'il s'agit d'écrire des romans, il le fait exclusivement dans sa langue maternelle, à savoir la langue arabe. Selon vous, quelles sont les raisons de ce va-et-vient? Moi, je lui ai posé cette question. Ah, d'accord. Je lui ai posé cette question et il m'a répondu, il m'a dit que, c'est-à-dire, quand il analyse l'esprit critique, etc., il le fait dans une langue et il s'adresse justement à un public averti. Mais un roman, un essai, c'est l'émotion. Et l'émotion ne peut se faire que dans la langue maternelle. C'est ce qu'il m'a dit. Ah, très bien, merci beaucoup, c'est très éclairant. لعلك تسمح لي صديقنا العزيز كريم، واحدة من استراتيجيات كرسي المعهد هو استعمال اللغة العربية من حين لآخر أو قدر الممكن، وبالتالي أرجو كل الزملاء، أنا واثق تماما أنهم يتقنون العربية، وعبد الله العروي للأمانة عنده لغة عربية عالية جدا وشعرية جدا، فأتمنى من حين لآخر أن نعطي على الأقل المستقبلين حقهم، أن يكون هناك مراوحة، ولعل يدخل من هذا الباب للصديق العزيز بن مجيد قدوري، فأسأله سؤال. أنا مشرقي، وحينما قرأت عبد الله العروي هنا في فرنسا وجدت اهتمامه الأكبر يكاد يقف عند حدود مصر في كتاباته الأولى على الأقل. إنما لاحقا بدأنا نستوعب أن عبد الله العروي يقارب قضايا ربما تجلت أكثر فأكثر في مصر ثم في شمال أفريقيا، ولاحقا بدأنا نلاحظها في المشرق العربي. لكن سؤالي هو التالي: أليس هناك كما تفضل عبد الحق زموري صديقنا أيضا العزيز أنه في مراحل لعبد العروي؟ أنا حينما أقرأ أو أتوقف عند الكتب الصغيرة والعميقة جدا المكثفة عن مفهوم الدولة، مفهوم العقل، مفهوم الحرية، مفهوم التاريخ، أعتقد أن هنا العروي فعلا اشتغل كمفكر، سواء فيلسوف أو مؤرخ فكر، لكن أعتقد أنه في هذه المرحلة كأنما هي العمود الفقري للمشروع العروي. فما رأي زميلنا العزيز وصديقنا عبد المجيد قدوري في هذه النقطة؟ شكرا أستاذ. أعتقد أن من الأمور التي تفاجئ معنا أنه في دردشة معه أنه نكتشف دراسته للنصوص العربية القديمة، ابن سينا، ابن رشد، النصوص الكلاسيكية الأساسية، وبالتالي أنه حينما يناقش عن الذين
لهم اتصال بالماضي ولا لا يحاولون الانتقال إلى الحاضر. يقول بأن ابن خلدون، بن رشد وهؤلاء أصبحوا الآن ملك للإنسانية الجمعاء، ليسوا بحاجة للعرب أن يدافعوا عنهم، ولكن نحن الآن يقول في حاجة لمن يهتم بالحاضر وبالمستقبل، لا أن يهتم بأناس كابن رشد وغيرهم. ممتاز ممتاز، السؤال ممتاز والجواب طيب جدا. لربما الدكتور عبد الحق الزموري عنده سؤال. تفضل دكتورنا العزيز عبد الحق الزموري. Je pense qu'il n'est pas joignable. اوكي دكتور عبد الحق، هل تسمعنا؟ اوكي ما في مشكل. إذا نعود الى اسئلتنا مع الدكتور قدوري. Le professeur, sous la logique de ce qu'on appelle un nudge, c'est-à-dire la maturité et l'ihtiraq, l'aboutissement, processus bien connu, propre à chaque penseur. Où situerez-vous la trajectoire de Abdallah Al-Arwi? Et dans la même veine, pouvez-vous nous dire quelles sont les réalisations et les avancées majeures réalisées par Abdallah Al-Arwi en tant que penseur? Moi, je pense que Abdallah Al-Arwi représente le statut de l'intellectuel dans le monde, au Maroc, je parle du Maroc, et dans le monde arabe. Le statut de l'intellectuel, c'est-à-dire il a fait son travail parce que son travail, c'est essayer d'analyser en profondeur la société à laquelle il appartient pour essayer de se projeter dans l'avenir. Mais malheureusement, le statut, c'est-à-dire nous vivons actuellement nous vivons, c'est-à-dire ce statut que les intellectuels sont marginalisés et ils ne sont pas du tout justement. Je pense que ce qu'il a fait à dimension arabe, à dimension internationale, mais je crois sur le plan, disons, aboutissement, comme vous dites, je crois que ce sont des idées qui restent dans les livres. Mais le jour où les décideurs s'ouvrent sur le monde intellectuel, moi je pense que ça serait une aubaine pour le monde dans lequel nous vivons. D'accord. دكتور عبد الحق زموري، هل تسمعونا؟ دكتور عبد الحق؟ الو دكتور عبد الحق تسمعونا؟ لا لا بون، ربما الدكتور طيب عندك سؤال بالعربي لو تحب. لا معلش، لا انا اقول بان مساء الخير. مساء الخير طيب، واعتذر مره ثانيه. مساء الخير، احنا سعداء اننا نبدا طبعا هذا الحوار معك حول كاتب مهم في مستوى العروي. انا حبيت اسالك وعلاش، لماذا بوركوا العروي يعني لم ينجح كروائي؟ كروائي نعم، لأنه en tant que romancier, apparemment, il n'a pas, je ne sais pas ce que tu penses، ولكنه لم نجح كمفكر، نجح يعني دكتور قدوري، قبل أن تجيب على سؤال أخونا الطيب، فقط لناحية الدكتور زموري، بعد الانتهاء من الجواب على سؤال الطيب الكلمة ستكون لك، فلا تتركنا الله يخليك. شكرا. تفضل دكتور قدوري، تفضل. أظن أن الكتابة لم ينجح في الكتابة الروائية لأنه أوراق وغيلة نلاحظ بأنها تقريبا هي سيرة ذاتية ويتحدث عن نفسه، ولكن في نفس الوقت يستعمل الطريقة التي يكتب بها لم يتعودها الذين يكتبون في الآداب. الذين يكتبون بطريقة أخرى
وهو المنطق ديالو يكتب بالطريقة التي يكتب بها في التاريخ وفي الفلسفة. ولأجل هذا أظن أنه لم يرقى إلى المستوى المعروف عند الأدباء. ولكن أظن أن كتابته تبقى امتداد للكتابات الأخرى في التاريخ وفي الفلسفة. دكتور زموري تفضل، إذا عندك سؤال مرحبا. هو ملاحظة ومواصلة في سؤال. نحن تربينا، أنا من جيل الستينات والسبعينات والثمانينات نسبيا، تربينا على كتب عبد الله العروي وهي تشتغل. يعني أفكار عبد الله العروي ليست أفكار، لم تكن بالنسبة لجيلنا أفكارا منتهية، كانت أفكارا تشتغل في الواقع. ولذلك كنا نتابع ونفسنا ينقطع في المتابعة، نتابع الكتب مثل ما قال الآن الدكتور معجب، مفهوم الدولة، مفهوم كذا، مفهوم كذا. وكان عبد الله العروي بالنسبة لنا هو حامل لواء العقل النقدي لجهة المادية الجدلية، يعني من جهة استعمال ما يسمى بالماركسية البوزيتيفيست مثل ما قال الدكتور قدوري كأداة وليس كإيديولوجيا. لكننا معنا بعد هذه المسيرة متاع نحن نتحدث عن 30 سنة، يعني نتحدث عن جيل من 76 إلى 2006 2007. بعد هذا عندما لذلك سألت الدكتور قدوري عن كتاب السنة والإصلاح، لأننا تابعنا الخرجات الإعلامية التي أقيمت للدكتور في سياق صدور هذا الكتاب والحبر الذي أساله. نحن لم نتعود من الدكتور العروي أنه يبني هذه الرؤية الجديدة على جملة، على سبيل المثال ليس الحصر، من لم يحييه القرآن فهو إلى الأبد ميت. كل هذه الفكرة المتمحور حولها السنة والإصلاح هو أصدر بعد هذا الكتاب يعني عدة كتب، ولكننا لم نلحظ استمرار في هذه الأداة الجديدة التي اعتمدها العروي في قراءة واقع متحول أمامه. فسؤالي للدكتور قدوري، وأنت القريب منه وأنت الملتحم به، هل الدكتور عبد الله العروي واع بنهاية مرحلة للمثقف العربي؟ هو في العمق عندما نقرأ عبد الله العروي أنا لا أظن أن فيه تغيير بالسنة والإصلاح، هي امتداد. هو فكره أنا أظن كما قلت في البداية أن قراءة عبد الله العروي هو مشروع متكامل، ولكن في نفس الوقت هو منبني على القاعدة التاريخية. وبالتالي أنا قلت من قبل عندما نقرأ هذيك في السنة والإصلاح ليكتور، عندما يتحدث عن القرآن ويتحدث عن النبي ويتحدث عن يحاول أن يبين أن العالم، أن العرب اللي هم في الشمال الغربي للجزيرة، يحاول أن يبين أن كانوا مندمجين في الحضارة، ويتحدث عن الحضارة المتوسطية، ويقول بأن الإغريق من جهة والرومان من جهة ثانية كان عندهم دائما شغف بالوصول إلى الشرق، لم يكن لهم اهتمام بالتوجه إلى الغرب. وبالتالي العرب كان لهم حضور، وكان لهم كذلك مساهمة ومشاركة في ما هو عالمي، فيما هو. فأظن أن السنة والإصلاح التعمق فيها يبين هذا الجانب، يبين الجانب أنه العمق التاريخي أساسي لفهمي، لأن بالنسبة إليه التاريخ
مبني على الواقع، والواقع هو الأساس الذي يساعد على فهم التحولات التي نعيشها لا الإيديولوجيات. Très bien. Docteur Kaddouri, on arrive presque à terme de cette très belle rencontre qui a été très riche en questions et surtout en réponses. Et on vous remercie vraiment infiniment au nom en mon nom bien évidemment et au nom de tous les invités, honorables invités qui sont avec nous. Et je voudrais laisser donc les dernières minutes qui restent pour un petit mot pour Dr Mouajab Zahrani, le directeur de la chaire de Lima, pour nous dire un petit mot de fin et bien évidemment à vous-même, mais de façon rapide et succincte. Et je vous remercie infiniment. Dr Mouajab, تفضل. شكرا عزيزي، شكرا للأصدقاء. كنت أتمنى أن نسمع بقية الأصوات والتي نرى وجوهها ولم نسمعها، لكن معذرة نحن فعلا لدينا ما يشبه الأمية التقنية. أرجو أن السيلز أو الحلقة القادمة تكون أفضل. فقط أريد أن ألح على قضية معينة بعد شكر الجميع طبعا والاعتذار لمن لم يشاركوا. أريد أن أزف بشرى أن لدينا الآن خطة لعمل حلقة دراسية، تنفيذ حلقة دراسية في جامعة محمد الخامس كلية الرباط، كلية الآداب، ومن خلالها نحاول أن ننمي تلك الشجرة التي تعاوننا والزملاء هناك على زراعتها. وستكون طبعا هو ضمن كرسي عبد الله العروي الذي شرفنا جميعا بافتتاحه في بداية العام الحالي، وإن شاء الله في الربيع القادم ستبدأ الفعاليات. كل أملي من أستاذ قدوري أن يبلغ خالص تحياتنا لأستاذنا جميعا عبد الله العروي، وأن يبلغ أيضا هذا الخبر، لأننا فعلا سعداء جدا بأن ندشن مشروع عبد الله العروي بشكل آخر. ماذا أعني؟ أعني أن هذه المؤلفات، هذه الكتب، هذه البرامج، هذه المقابلات ستتحول إلى مؤسسة داخل مؤسسة، إلى بنية داخل هذه المؤسسة الأكاديمية لكي يتصل حضور عبد الله العروي فينا ومن حولنا. وشكرا للجميع مجددا. شكرا للجميع. Merci beaucoup. Barakallahu fikum. Donc je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous remercie également.